Merci pour cette invitation et merci pour cette introduction. Un des effets secondaires du Covid, c'est que je suis là, parce qu'en principe, à cette période de l'année, je suis plutôt soit en Afrique, soit en Asie, donc je suis très content de pouvoir être ici parmi vous et puis adresser effectivement ces questions liées à l'eau, à la donnée, aux systèmes de formation qui sont nécessaires. Monsieur le Président, vous avez fixé un cadre fantastique. C'est vrai que l'eau, c'est plus qu'une chance, c'est une obligation. On ne vit pas sans. Sachant qu'il y a aussi des risques et on doit trouver des solutions. Et ces solutions doivent être à toutes les échelles, bien sûr locales, mais aussi dans la mesure du possible globale, sachant qu'il y a des pays, des acteurs qui ont des moyens différents, des capacités différentes, et puis il faut essayer d'aider le maximum de personnes. Et c'est vrai que la donnée est essentielle, mais la donnée toute seule ne sert à rien. Donc ce que je vais essayer de faire dans mon propos, c'est vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut mettre à disposition ces données, ces informations, et qu'est-ce qu'on peut également en faire par la suite. L'eau est un risque. C'est vrai que c'est une chance, mais c'est aussi un risque. Et si vous voyez ce graphique qui est publié annuellement par le WEF, le World Economic Forum, vous voyez que l'eau est placée très haut dans le tableau en tant que probabilité et en termes d'impact. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Vous trouvez également les questions liées au climat, beaucoup liées à la météo, à ces phénomènes naturels, aux dangers naturels. Mais ce graphique représente l'ensemble des risques, donc y compris le terrorisme, les cyberattaques, tout ce que vous voulez, mais vous voyez que malgré ces risques bien connus, l'eau est très haut. Et c'est le cas depuis, je dirais en tout cas 5-6 ans, l'eau est dans le top 3, top 5 des risques évalués par le WEF. Et ce qui a changé peut-être depuis ces 3-4 dernières années, c'est que jusqu'à peut-être dans les années 2015-2016, c'était considéré comme un risque naturel. Et depuis, l'eau est considérée comme un risque économique, un risque social et un risque lié à la gestion de l'eau. Donc si on n'arrive pas à faire de la gestion de l'eau, ces risques vont être avérés. Donc on doit trouver des solutions dedans. Et vous verrez que si on n'arrive pas à connaître ce qui se passe, on n'arrivera pas non plus à trouver des solutions. Donc c'est absolument impératif ceci. Donc on est ici au Chab, ici dans la commune de Bagne, mais donc je me souviens, on est en train de célébrer les crues d'octobre 2000, hein, donc Verbier était aussi très touché. Je crois que j'ai passé au moins un jour par semaine pendant 2 ans à Verbier pour essayer de trouver des solutions. Donc c'est un défi partout, et que les pays soient riches, pauvres, avec une bonne instruction ou pas, le risque est partout. Et on a cette responsabilité d'aider un maximum de gens. Et plus on a de connaissances, plus on a d'expertise, plus notre responsabilité est grande pour aider. Et ces défis, ça peut être dans le domaine de trop d'eau, de pas assez d'eau, ça peut être de l'eau trop sale. Vraiment, les enjeux sont absolument globaux. L'eau qui est également mal partagée. Et une des raisons pour lesquelles ça reste toujours très difficile et très compliqué, c'est qu'on a affaire premièrement à un système naturel qui est extrêmement complexe. On n'a encore pas une bonne connaissance de tous les processus hydrologiques, on ne sait pas comment ça se passe, et ça à toutes les échelles. Vous pouvez prendre au niveau du micromètre, vous pouvez prendre au niveau du continent. On ne sait pas encore exactement comment ça se passe. Donc on a des bonnes idées, on arrive à modéliser pas mal de choses, mais il manque toujours pas mal de connaissances dans ce domaine-là, y compris en termes d'interaction entre la cryosphère, en gros tout ce qui est neige et glace, et les eaux qui se retrouvent dans les systèmes cours d'eau, entre les eaux continentales, les fleuves et les zones côtières, les océans et autres. Il y a encore énormément de questions ouvertes. Et il y a ces interactions naturelles qui côtoient des interactions sociale, économique. Et ça, c'est l'autre complexité de l'eau, c'est qu'il y a énormément d'acteurs, et des acteurs qui peuvent être très différents, avec des objectifs très différents. Imaginez entre l'agriculture et l'industrie, imaginez entre les besoins d'eau potable et d'autres besoins, il peut y avoir des conflits de l'eau. Imaginez, vous avez sans doute entendu parler de ce barrage sur le Nil en Éthiopie qui pourrait générer un conflit important avec l'Égypte. On n'a même pas les bases pour dire qu'est-ce qui va se passer. Donc ça devient aussi émotionnel. Donc c'est notre responsabilité de scientifiques, de techniques, d'essayer de ramener aussi le débat à des niveaux où on peut comparer les choses, où on peut émettre des faits pour essayer ensuite de trouver des solutions ensemble. Il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites depuis les 50 dernières années, et puis pour essayer en tout cas d'atténuer tous les problèmes liés aux crues et aux sécheresses, pour parler court, on met en place ce qu'on appelle des services hydrologiques, des services climatiques. Donc en gros, c'est pouvoir être à même d'élaborer des produits. J'ai entendu parler d'irrigation tout à l'heure, c'était des débats de hier.
On a besoin de savoir combien d'eau aujourd'hui, demain, après-demain, l'année prochaine, etc., pour orienter les cultures, orienter un peu toute la stratégie. Et pour cela, on doit mettre dans chaque pays, et même au niveau local, des systèmes de prévision, des systèmes d'alerte. Et on a fait un rapide bilan intermédiaire au niveau des pays. On voit qu'il y a encore énormément de pays, une grande majorité de pays qui ne disposent pas de cette information, qui ne disposent pas du personnel suffisant, qui ne disposent pas des outils qui permettent de faire cette anticipation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution possible. Donc c'est vraiment un devoir que l'on a d'améliorer cette situation. Parmi toute la complexité, je dois bien dire qu'il y a aussi une complexité qui est liée au monde de l'ONU lui-même. En principe, enfin, il y a, je ne sais pas combien d'agences onusiennes qui existent dans le monde, chacune dédiée à une tâche précise. Et là, quand on fait le bilan, on voit qu'il y a 30-31 agences qui s'occupent de près ou de loin de l'eau dans le monde. Ça peut être pour l'alimentation comme la FAO et d'autres, ça peut être pour l'aide au développement d'infrastructures comme le PNUD, ça peut être pour des questions de qualité de l'eau comme le UNEP, ça peut être pour des questions d'éducation et de sciences comme UNESCO, etc. Mais il y en a beaucoup. Et puis évidemment qu'il y a l'OMM là au milieu, qui, elle, est une agence onusienne qui s'occupe de produire des bases, de produire des standards pour aider les pays à développer leur système. Et tout ceci est chapeauté par un organe qui s'appelle l'ONU-Eau, qui essaye d'avancer un petit peu dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas facile. Hein. Vous avez sans doute entendu parler des objectifs du développement durable. Il y en a 17 et le numéro 6 c'est sur l'eau et l'assainissement. Et là, tous ces acteurs que vous voyez ici collaborent et le résultat actuel n'est pas forcément très brillant puisque le progrès n'est pas aussi loin que l'on veut et on souhaiterait achever ces objectifs dans 10 ans, donc en 2030. Donc je pense qu'on en est très loin, raison pour laquelle l'OMM va mettre en place ce qu'on appelle un accélérateur, une coalition d'acteurs volontaires qui vont essayer de travailler ensemble plutôt que de se mettre en compétition pour essayer de trouver des solutions. Donc 2 mots sur l'OMM, je pense que c'est la deuxième plus ancienne organisation mondiale. Je crois que c'était juste après les communications, celle-ci au 19e siècle. Donc communication, c'est évident, il y avait l'invention du télégraphe, il y avait les transferts plus rapides, il fallait organiser ça. Et puis l'OMM, le mot-clé c'est la météo, mais l'Organisation météo mondiale s'occupe également de climat et d'eau, c'est pour ça que je suis là. C'était évident aussi pour essayer de mieux comprendre comment se passent les tempêtes sur les océans, etc. Donc il a fallu, comme une des premiers outils de coordination mondiale, avoir cette OMM qui avait un autre nom à l'époque. Et elle est formellement maintenant une agence de l'ONU depuis 70 ans cette année. Donc c'est une très belle année pour nous. Et puis, ce qu'on cherche, c'est de la coopération, de la collaboration dans ces 3 domaines du climat, du temps et de l'eau. Il y a 193 pays et territoires, donc il n'en manque pas beaucoup autour du monde qui ont rejoint notre agence. Et puis notre moteur, c'est vraiment, de fournir les informations qu'il faut via des systèmes de données, des standardisations et la production ensuite de modèles, de prévision et de systèmes d'alerte pour tous les domaines, y compris les tsunamis, les tempêtes et tout ce que vous voulez, et bien sûr les crues et les sécheresses. Et puis essayer d'avoir des choses qui soient comparables d'un pays à l'autre, pour que l'on puisse ensuite tirer les conclusions qu'il faut au niveau global. Et évidemment qu'on développe des projets. Et on a aussi un poids sur tout ce qui est recherche, innovation. Et d'ailleurs, il y a un nouveau département à l'OMM qui s'appelle Innovation, dans l'idée d'incorporer dans toute la démarche les bonnes idées qui viennent de partout et pourquoi pas également de cette salle. Le point de départ, c'est vraiment d'avoir l'observation du monde, de comprendre ce qui se passe. Et puis la division que je dirige depuis le début de l'année essaye d'avoir cette vision intégrée entre les eaux continentales, les océans et le monde de la cryosphère, et ceci en commun avec un autre système qui s'occupe, lui, spécifiquement des aspects météo. Et on essaye d'être aussi, comment est-ce qu'on dit, agnostique que possible, en prenant tout ce qui est nécessaire pour générer de l'information. Donc on a bien entendu des systèmes très standards de mesure, je crois que j'ai un ou 2 exemples tout à l'heure, comment est-ce qu'on mesure l'eau dans les rivières, mais on a aussi besoin du satellitaire. Je fais partie d'un programme SWOT entre le CNES et la NASA qui va essayer de développer des systèmes pour mieux mesurer les hauteurs d'eau, voire même les vitesses, en tout cas sur les grands cours d'eau. Donc c'est pas
l'un ou l'autre. On a besoin du satellitaire, on a besoin d'in situ, et on a aussi besoin d'autres types de mesures, parce que ce qu'on veut, ce n'est pas des données, c'est de l'information. Et puis vraiment, je souhaite insister là-dessus, parce que ça change pas mal la manière de faire. Historiquement, les gens essayaient d'avoir les meilleures données, c'était mes données à moi, je suis le propriétaire, j'en fais ce que je veux. Et maintenant, cette nouvelle génération va regarder, on a besoin d'informations, le public, les autorités ont besoin d'informations, que fait-on pour la générer? Donc c'est un changement d'état d'esprit. Si on regarde au niveau mondial les réseaux de mesure hydrologiques, au premier coup d'œil, je ne sais pas ce que vous pensez, mais on voit quand même pas mal de points. Tous ces points-là, c'est non seulement des mesures qui sont collectées dans le terrain, mais qui sont également transmises à des systèmes d'information, des bases de données. Donc, a priori, il y en a pas mal, sans surprise, dans le monde qu'on dit occidental, donc en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Et puis ailleurs, vous voyez que ça devient un petit peu plus disparate. Et puis plus on tend vers le jaune, rouge, orange, moins il y a de données. Donc au total, il y a des très grandes lacunes. Et bien sûr que c'est lié. Là où il y a le plus de problèmes d'eau, c'est là où il y a le moins de données. Donc vous voyez un peu le travail qui reste à faire pour essayer d'avoir un système qui soit aussi cohérent que possible et appuyer chacun des pays qui doit développer des stations de mesure. Et ce qu'on essaie de faire, encore une fois, c'est de construire une chaîne de valeur. Donc on ne veut pas s'arrêter à la mesure. La mesure, la donnée, c'est un point de départ, et puis on l'insère dans un système total. Il y a eu des remarques tout à l'heure aussi par rapport aux systèmes légaux. Donc on incorpore aussi toutes ces questions de politique des données, des données ouvertes, des données transmissibles, etc. Ce qui n'est pas forcément la culture dans beaucoup des pays à travers le monde, mais je pense que c'est vraiment une chaîne qui est nécessaire. Donc je ne vais pas passer en revue tout ceci, mais retenez simplement qu'on essaye à l'OMM d'appuyer les pays et nos partenaires, de construire toute cette chaîne depuis la collecte des données, donc vraiment installer des instruments de mesure sur place, jusqu'à une base de données, un système d'information et un système d'aide à la décision qui permet d'anticiper les problèmes et de trouver les solutions qui ont été mentionnées par le président. Et puis ceci, donc ça c'est la chaîne en gros hydrologique, elle s'insère dans une chaîne encore plus grande qu'on peut appeler des services climatiques. Y compris des systèmes de prévision saisonnière qui aident notamment à gérer toutes les questions liées à l'agriculture, liées à la production d'hydroélectricité, liées au développement industriel, liées à l'adduction en eau potable, etc. Et puis justement, ça aide aussi, en gros, à anticiper les conflits, soit entre les pays, soit entre les usagers, en ayant la connaissance de ces bases-là, en ayant la connaissance de l'État aujourd'hui et demain, on peut mettre autour d'une table les acteurs et puis discuter des solutions possibles ensemble. Alors de manière peut-être un peu plus concrète, un des outils principaux que l'on met en place auprès de l'OMM, ça s'appelle, vous voyez, c'est en anglais, hein, je ne sais même pas si ça existe en français, mais en gros c'est un système d'observation du cycle de l'eau. Et je dis bien le cycle de l'eau, donc ce n'est pas que la mesure dans les rivières, c'est l'ensemble du cycle dont vous avez vu une esquisse tout à l'heure, donc y compris les questions de les eaux souterraines, les lacs, l'humidité des sols, l'évapotranspiration, les précipitations, pour comprendre l'ensemble de cette complexité et puis apporter des solutions à tous les acteurs. Et ça se fait au travers de différents projets qui sont actuellement principalement axés en Afrique. On est en train de développer des projets pour le lac Tchad, pour l'ensemble de l'Afrique du Sud, pour les îles de l'océan Indien. Et en parallèle à ceci, on met également en place des standards, en gros des guides, des manuels pour essayer de faire monter un peu les connaissances auprès des pays qui n'ont encore pas le niveau qu'ils souhaitent. Et puis également de profiter de ces projets-là, parce qu'on parle de grands bassins versants comme le Congo, le Niger, le Sénégal, le Mékong et d'autres. C'est chaque fois des bassins transfrontaliers, donc il y a beaucoup de pays, entre 4 et 15 peut-être, et on met aussi ensemble ces acteurs-là, et on instaure un dialogue. Et ce qui est formidable, c'est que c'est un dialogue technique qui reste et qui peut avoir des répercussions ensuite au niveau plus diplomatique ou global. Et puis je pourrais citer des cas entre, par exemple, Burundi et Rwanda, où il y a toujours des conflits politiques. Les experts se parlent entre la Palestine et Israël et avec le Liban. Et vous connaissez la situation là-bas, mais les experts en hydrologie se parlent. Donc rien que pour ça, c'est un succès et ça fait partie, de mon point de vue aussi, de tous les développements que l'on doit faire. Donc on parle de technique, mais ce n'est pas que la technique, ça va bien au-delà. Donc on essaie d'appuyer les pays avec ces systèmes-là. On met en place également des systèmes de développement,
d'enseignement, d'éducation, pour former les gens et notamment les prochaines générations. Alors, bon, je pense que vous connaissez peut-être même mieux que moi les instruments, hein. Du côté gauche de ce transparent, vous avez des instruments classiques qui mesurent la hauteur d'eau avec des systèmes ça peut être la pression, du radar, de tout ce que vous voulez, des effets Doppler. Ce sont des instruments qui sont en principe relativement fiables, bien contrôlés. Ils présentent deux difficultés. La première, c'est qu'ils sont chers. L'ADCP, le petit bateau rouge que vous voyez au centre en bas, donc c'est un système Doppler qui est excellent, de haute performance, mais qui coûte encore aujourd'hui entre 20 et 25 000 $. Donc c'est extrêmement cher. Et en plus, ils ne sont pas du tout faciles à utiliser, à mettre en place, et ce n'est pas du tout facile ensuite d'interpréter les résultats, de connaître les incertitudes. Et en principe, je connais des pays comme le Canada où ils ont besoin d'une formation, c'est pire qu'un permis de conduire, c'est 2 ans de formation pour maîtriser cet engin-là. Donc pour beaucoup de pays, c'est encore pas accessible. D'où la nécessité de trouver des solutions innovantes, toujours dans l'idée de mesurer l'eau pour ensuite produire de l'information. Et puis, notamment la Suisse est très active là-dedans avec un projet qui s'est achevé il y a quelques années qui s'appelait IMOMO, qui avait comme ambition de mettre en place une instrumentation beaucoup moins chère. Vous voyez ça sur le côté gauche, cette boîte grise, est-ce que j'ai un pointeur? La boîte grise que vous voyez là, je crois que c'est une photo que j'ai prise au Kyrgyzstan. Elle coûte moins de 1 000 $. Et ça, c'est des photos que j'ai prises en Tanzanie. Un système de mesure d'hauteur d'eau par la pression autour des 300 $. Et la personne que vous voyez là, c'est un fermier de l'endroit qui a eu maximum 3 semaines de formation pour utiliser ça. Donc très accessible, bien sûr pas la même qualité que la haute technologie, mais quand même de l'information qui est produite et qui est produite par les citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et lui, cette personne-là, c'est aussi en Tanzanie, est en train de mesurer la vitesse de l'eau pour ensuite produire un débit. Je n'entre pas dans les détails, mais d'habitude, il faut pratiquement une journée de mesure. Et lui, en 3 secondes, il a fait une petite vidéo qui ensuite est transformée en un système d'information qui calcule la vitesse et le débit. Et puis ce qui est formidable dans ce cas en Tanzanie, c'est que toute la région que vous voyez là, elle est à proximité d'une usine sucrière, et puis il y avait un schéma de répartition des eaux. Et puis tout le monde soupçonnait que cette industrie prenait trop d'eau, mais personne ne pouvait le prouver. Et puis grâce à ce système d'instrumentation, les paysans peuvent venir avec des faits établis, vérifiés, pour dire non, vous prenez trop d'eau, et l'industrie sucrière a dû revenir en arrière. Donc ça, je trouve que c'est aussi un beau succès. Mais j'ai parlé de gens locaux, je pense que, je ne sais pas si c'est un thème, la science citoyenne, les observations citoyennes, il y a un potentiel immense là derrière, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui ont des besoins, on préfère les prendre comme acteurs plutôt que de dire attendez, on verra bien s'il y a une solution qui vient. On les prend dedans, on les embarque et puis on les responsabilise en prenant des mesures qui puissent être ensuite valorisées dans le système. Et le grand truc, c'est d'arriver à donner confiance dans ces mesures qui sont non traditionnelles. Et ça, je pense que c'est un des rôles aussi de l'Organisation Météo Mondiale, d'assurer cette transition entre des mesures standards bien vérifiées dans la qualité connue et ces mesures moins traditionnelles mais qui ont quand même de l'information. Donc je pense que c'est important d'aller là-dedans et compléter encore avec tout le monde satellitaire. Ce que j'apprécie auprès de l'OMM, c'est qu'on est concret. Donc on fait des choses dans le terrain. Bien sûr qu'on fait des conférences, on produit des rapports, etc., mais on fait des choses dans le terrain. Vous voyez en haut à gauche, c'est un radar météo qui a été installé en Afghanistan il y a 2 ans en arrière. On met en place des structures pour permettre la gestion des données. On installe des serveurs, des bases de données, on installe des systèmes de prévision. L'exemple à droite, c'est du côté de la Haute-Volta. Donc on a vraiment des choses concrètes qui se produisent. Et ce qu'on souhaite, ce qu'on doit assurer, c'est la durabilité de tout ceci. Parce que c'est relativement facile de développer un projet, on vient avec l'argent de la Banque mondiale, de qui vous voulez, on installe le truc, tout le monde est content après 2 ans, et puis 6 mois plus tard, il n'y a plus rien parce qu'on n'a pas réussi à transmettre ce qu'il faut, on n'a pas réussi à construire une chaîne qui permet d'assurer la durabilité de tout ce qui est construit. Et ça, c'est vraiment la clé. On a parlé aussi tout à l'heure de l'échange des données. Donc produire des données, c'est bien, mais elles doivent circuler dans des systèmes d'information. Je ne vais pas passer ça en revue, surtout pas, mais ce que l'on souhaite, c'est que les pays
puissent transmettre leurs données à tous les partenaires, à l'intérieur d'un pays, avec des acteurs multiples, à l'extérieur des pays, au niveau continental, au niveau d'un bassin, au niveau global. Et puis on veut leur faciliter la vie, tant aux producteurs qu'aux consommateurs, notamment avec toutes les questions liées au format de données, à l'interopérabilité, à toutes ces questions-là. Et c'est le système ROOS que vous voyez là, qu'on est en train de mettre en place pour le moment en Amérique latine, sur le bassin de la Plata, dans le monde arctique et sur le bassin de la Sava, un affluent du Danube. Et puis on souhaite accélérer cette démarche-là pour l'installer dans l'ensemble du monde dans les quelques années qui viennent. Et encore une fois, on construit la chaîne. Donc on a un système qui permet de faciliter la collecte des données, un système qui permet de gérer et de transmettre les données. Et ça, c'est un système qui s'appelle le HydroSOS, Status and Outlook System. Donc on veut valoriser les données et valoriser les modèles existants pour faciliter l'aide à la décision. Et puis au centre, on a les enjeux globaux de l'eau, liés au risque de crue, liés au problème de partage des eaux, liés à la sécheresse, liés à la qualité de l'eau, en permettant d'anticiper les solutions et en utilisant tous les outils qui existent. Donc on ne va pas réinventer quelque chose. Et une des forces de ce système, c'est qu'il ne sera pas opéré quelque part à Genève par l'OMM ou qui que ce soit. Ça sera chacun des pays, chacun des acteurs qui aura une part de ce système et qui pourra le configurer selon ses besoins, selon ses capacités, et puis le faire évoluer en fonction des possibilités et des nécessités. Voilà, alors ça, c'est pas Verbier, c'est une photo que j'ai prise, ça se fait, je ne sais pas si j'ai le droit de montrer des choses de ça se fait ici, mais ça m'a toujours frappé quand vous entrez dans un ascenseur, vous avez la porte, le bouton fermer-ouvrir, et souvent, essayez de regarder, le bouton fermer est beaucoup plus utilisé que l'autre. Alors moi j'imagine les gens qui appuient sur le bouton vite, vite, vite avant que quelqu'un entre, mais c'est une image que j'aimerais changer. Et je pense que c'est une des forces de l'OMM et des acteurs, c'est qu'on vise la collaboration, on vise le partage, et c'est pluridisciplinaire. Donc on n'est pas les plus malins parce qu'on est hydrologue ou quoi que ce soit. On a besoin du monde social, on a besoin du monde de la psychologie, de la communication, de tous les acteurs, du monde agricole. On a besoin d'ouvrir les portes pour pouvoir travailler ensemble. Et en fait, c'est ma conclusion. Donc, on a des partenaires très différents, avec des besoins différents, des capacités différentes, mais on doit se mettre ensemble pour collaborer. Et le système de l'eau est complexe. Personne n'a la solution unique et définitive. On doit travailler, on doit revenir en arrière, on doit dialoguer pour avancer. Et puis, on a besoin de données, de systèmes d'information pour ensuite prendre les bonnes décisions. Et c'est un des buts de l'Organisation Météo Mondiale. Je vous remercie. Je vous remercie pour cet exposé. Ce que j'ai retenu, c'est en particulier ce qui est important, c'est pas la donnée, c'est l'information qu'on en fait. Et nous avons une question à ce sujet. Comment ne pas rentrer dans une situation où l'on collecte trop de données, pas forcément pertinentes, et que l'on n'arrive pas à les interpréter ? Alors, c'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire on a déjà trop de données. C'est peut-être vrai dans certains domaines. L'essentiel, c'est d'écouter les utilisateurs. Et on est en train de mettre en place un système qui... C'est pas aussi simple que ça. Qui sont les utilisateurs ? On dit c'est l'agriculture, c'est l'hydroélectricité, la navigation qui en veut. Mais qui sont les gens qui vraiment ont besoin d'informations pour leur propre gestion, ne serait-ce que pour accéder aux pieds, des choses comme ça. Donc on doit écouter les gens, c'est la clé. Et ensuite, toutes les données, toutes les informations, toutes les solutions viendront pour répondre à ces questions-là. C'est extrêmement facile de mettre en place un nouveau réseau de mesures. Enfin, facile, c'est pas facile, mais c'est faisable. Si on a de l'argent, on peut le faire. Et puis après, on peut bien se dire, voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut réfléchir d'abord aux besoins des utilisateurs, au niveau local, au niveau national, au niveau d'un bassin versant et au niveau global. Et puis ensuite, constituer le système en fonction de ça. Et des fois, la solution, elle n'est pas du tout celle qu'on attend. Ce n'est pas forcément le meilleur des systèmes avec les meilleurs des instruments. Ça peut être quelque chose d'ultra simple, même peut-être quelque chose qui dure 5 ans, puis ensuite on bouge les données. Mais si on n'écoute pas les utilisateurs, on fait faux. Si on les écoute, on fait juste et durable. Merci. Autre exemple que j'ai trouvé intéressant, c'est l'exemple que vous avez donné avec la Tanzanie et l'implication des citoyens. Et nous avons une question de Pascal. Est-ce que le crowdsourcing ou des projets orientés citizen science sont des stratégies déjà mises en œuvre par l'OMM dans les pays en voie de développement ?
Alors, on avance dans ce domaine-là, surtout avec d'autres partenaires, hein. Il y a pas mal de projets au niveau de l'Union européenne qui ont démarré. Il y a les universités de Genève et de Zurich qui sont très fortes là-dedans. Donc, on est plutôt en termes de collaboration et de trouver des liens. Il y a notamment une initiative qui s'appelle Open 17, qui se lance maintenant dans les projets liés au challenge, à la résilience en milieu urbain, notamment pour le milieu de l'eau. Donc nous, on est plutôt là comme client et incitateur, et surtout, on essaye de faire ensuite les liens entre ces informations qui sont produites par la science citoyenne et les observations citoyennes, avec des mesures plus standards, encore une fois, pour assurer la durabilité. Mais ça répond aussi à la question précédente en disant si on implique les utilisateurs, on aura du succès. Si on les laisse de côté, ça ne marchera pas. Donc on est partenaire, on a tout un pool de gens qui s'appelle le Innovation Hub, où on essaye d'identifier des nouvelles solutions existantes à quelque part dans le milieu académique, dans le milieu de start-up et autres, et puis on essaie de voir est-ce qu'on arrive à utiliser ceci de manière plus globale et ensuite les insérer dans des situations définitives. Donc on est un des acteurs, on essaye de pousser, mais on suit pour le moment. Ok, merci. Pour revenir vraiment à la donnée en elle-même, nous avons une question. Existe-t-il des données hydrologiques en open data sur la Suisse, la France ou l'Europe? Et si oui, où les trouver? La Suisse, oui. Vu que j'étais responsable, je peux que dire oui. Site internet, je crois que ça s'appelle hydrodaten.ch, quelque chose comme ça. La France, c'est un peu plus compliqué parce que la France n'a pas de système centralisé. Ils ont un centre à Toulouse qui s'appelle le CHAPI, qui recense les données essentielles, mais pas forcément toutes. L'Allemagne le fait. Il y a beaucoup de pays qui le font. L'Angleterre et les États-Unis, vous trouvez toutes les données en ligne. Et lorsqu'on parle de données, ça peut être des données historiques qui ont déjà quelques années ou quelques mois, mais aussi des données immédiates, peut-être encore mal vérifiées. Donc beaucoup de pays occidentaux le font. Et beaucoup d'autres ne le font pas pour des multiples raisons, dont le coût. Il y a pas mal de services hydrologiques nationaux qui ont dans leur business model la nécessité de fournir entre 40 et 60% de leur budget par la vente de données. Et on essaie de lutter là contre. J'ai lundi prochain une grande conférence pour essayer de faire changer ça. Et puis l'OMM va appliquer une nouvelle politique de données pour avoir autant de données ouvertes que possible, mais on en est très loin. Les aspects techniques vont se régler assez rapidement. On a des outils comme le WHOIS et d'autres, ça on va le faire. Mais par contre, premièrement, les aspects financiers doivent être réglés, c'est faisable. Les aspects liés à la législation peuvent être changés, mais ultra difficiles. Si on prend l'exemple du Liban, leurs données hydrologiques sont sous la loi de la défense militaire. Donc imaginez un petit peu ce que ça peut signifier. Ça va être très long. Et il y a aussi une dimension psychologique. Ce sont mes données à moi, pourquoi je les donnerais? Mais en principe, tout producteur de données devrait voir ses données un peu partout dans le monde. Quand on donne une donnée, on l'a toujours, elle ne s'use pas. Donc c'est formidable, et puis on gagne en visibilité. Mais il y a encore beaucoup à faire. Donc dans pas mal de pays, on trouve les données en ligne, mais c'est encore nettement insuffisant. Merci. Et peut-être en continuité de cette question-là, vous qui avez passé par le canton, la Confédération et une organisation internationale, est-ce que réduire la fragmentation institutionnelle que l'on observe à toutes les échelles n'est pas également un défi majeur en matière de gestion de l'eau? Oui. Merci. Non, mais bien sûr, et puis ça, à tout point de vue. Hein, premièrement, au niveau même d'un service. J'ai montré l'exemple du Kyrgyzstan. Il y a deux bureaux. Un, les gens qui s'occupent des eaux souterraines, et puis l'autre, les gens qui s'occupent des eaux de surface. Les deux ne parlent pas. C'est terrible. Et puis ensuite, vous avez les gens de l'hydrologie qui ne parlent pas aux gens de la météo. Et ensuite, vous avez ces services-là qui ne communiquent pas avec la population, avec les autres ministères. J'étais il y a quelque temps au Gabon aussi, j'ai été discuter avec le service météorologique là-bas, savoir quels sont les problèmes. Il dit mais on n'a pas d'argent, on ne sait pas quoi faire. Puis après je vais discuter avec un représentant du ministère de l'Agriculture, il dit mais ils sont où ces météos, on a besoin d'eux, on ne sait pas où ils sont, quand on a la répartition du budget, ils ne sont pas là pour dire ce qu'ils veulent. Les gens se cachent, donc c'est un peu bête, mais on doit ouvrir les portes et on doit défragmenter. Et en particulier dans le domaine de l'eau, c'est extrêmement fragmenté. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de la production des données, puis il y a aussi le monde de la navigation, l'hydroélectricité, qui sont tous plus ou moins en conflit et qui dialoguent pas assez. Donc oui, il n'y aura jamais de solution simple là derrière, mais si on a des gens de bonne volonté, on peut améliorer le système. Et puis le Valais est en train de le faire très bien par ailleurs. Merci. Et peut-être une dernière question du directeur innovation d'Altis. Comment invitez-vous à innover dans le domaine des capteurs notamment?
Alors, ce qu'on essaie de mettre en place, ce sont j'ai pas le terme en français, des calls. On est en train d'évaluer le deuxième call maintenant. On regarde quels sont les besoins actuels. Et puis là, pour le précédent, les gens disaient, mais nous, on peut avoir des données, mais on n'arrive pas à les transmettre. Il y a le cas notamment entre l'Afghanistan et qui est là-bas, le Tadjikistan, où on ne peut pas approcher du cours d'eau parce que la frontière est trop proche et il y a des militaires, on ne peut pas approcher. Donc ils ont besoin de systèmes automatiques. Donc on a lancé un appel pour dire essayez de nous trouver des solutions bon marché, fiables pour installer des systèmes de transmission de données depuis une station difficilement accessible jusqu'à une base de données. Et puis bon, c'est une compagnie américaine qui a eu le marché. C'est les petits montants qu'on donne, c'est vraiment de l'incitation. Et ce qu'on veut après, c'est regarder sur la base d'un exemple, est-ce qu'on arrive à étendre cette solution-là à d'autres pays. Donc on lance des appels, mais qui sont beaucoup plus incitatifs. Donc on n'a pas des millions, hein, c'est des petits montants. Mais on est surtout à l'écoute. On participe également à des institutions de recherche. Il y a l'institution international sur les sciences hydrologiques, qui a un groupe de travail qui s'appelle sur la modernisation du monitoring. Un de mes collègues et moi, on est là-dedans. Comme ça, on peut aussi faire un petit peu de conduite depuis l'intérieur. Mais c'est surtout de lancer des appels et de créer des liens entre, premièrement, l'académie, deuxièmement, des startups et troisièmement, les utilisateurs. Et puis, c'est comme ça qu'on sera gagnant. Merci, et je profite comme on a encore 2 minutes, il y a une nouvelle question qui est arrivée. Vous ne parlez que des données grossières, pas des données individuelles ou de toutes les données, y compris du compteur de bâtiments d'habitation Hydro d'Athènes. Oui, non, c'est vrai que là, j'ai surtout parlé du milieu naturel. Hein, et puis parmi les grandes questions, lorsqu'on parle de politique des données, de transmission de données, est-ce qu'on parle également des usages de l'eau? Et ça devient extrêmement politique. Donc là, effectivement, je me restreins à l'observation du système naturel, mais quand on parle de sciences citoyennes, d'observation citoyenne, j'ai suivi un cas je crois que ça s'appelle São Carlos au Brésil, où ils ont impliqué des citoyens, ils ont pris un échantillon de 50 personnes, déjà pour comprendre ce que eux savent du système de l'eau avec leurs compteurs, etc., et puis qu'eux puissent aider aussi à comprendre où par l'eau, une fois qu'elle sort de en gros de leur système, qui passe à travers en plus une décharge, enfin des choses assez horribles. Mais là, c'est les citoyens qui ont été impliqués dans une mesure de comptage d'eau, d'utilisation de l'eau. Mais nous, là, on est un partenaire parce qu'on regarde avant tout le système naturel. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci.